Ils m'ont traité de nulle, m'ont jeté comme une ordure à la fête de fiançailles de ma propre sœur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui m'envoyait des textos n'était pas n'importe qui. C'était mon mari secret, un milliardaire. Et quand il a franchi ses portes, tout a changé pour toujours. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de vengeance et de richesse cachée, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, laissez-moi vous raconter la nuit qui a tout changé. Salut, je m'appelle Chloé, et si vous me croisiez dans la rue, vous penseriez probablement que je suis une femme ordinaire. J'enseigne en classe de CE2 à l'école primaire Jules Ferry, je conduis une Renault Clio qui a 10 ans, et ma plus grande folie est mon café crème matinal au bistrot du coin. Rien chez moi ne crie la richesse ou le glamour, surtout quand on me compare à ma sœur, Manon. Manon est tout ce que je ne suis pas. Elle a plus de 200 000 abonnés sur Instagram, un dressing rempli de vêtements de marque, et cette beauté naturelle qui fait que les gens s'arrêtent pour la regarder. Elle a toujours été l'enfant chéri de notre famille, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, j'étais la personne fiable, celle qui a choisi une carrière sans risque, celle qui ne faisait jamais de vagues. Nos parents ne cachaient absolument pas leur favoritisme. Quand Manon a annoncé ses fiançailles avec Antoine, un brillant banquier d'affaires, ils ont pratiquement organisé un défilé. Les préparatifs du mariage ont consumé toute notre famille pendant des mois. Chaque conversation tournait autour des lieux de réception, des fleurs et des listes d'invités. J'ai essayé de la soutenir. Vraiment. Mais parfois, je me sentais invisible au sein de ma propre famille. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je cachais le plus grand secret de ma vie depuis 2 ans. J'étais mariée. Pas en couple, pas fiancée. Mariée à un homme nommé Alexandre, que j'avais rencontré dans un café près de mon école. Il était assis seul, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Et quand j'ai accidentellement heurté sa table, renversant son café partout, il s'est contenté de rire et m'a demandé si je voulais prendre un autre café avec lui. Alexandre était différent de tous les hommes que j'avais connus. Il était gentil, intelligent, et semblait sincèrement intéressé par mes histoires d'élèves. Il m'a dit qu'il était consultant et voyageait beaucoup pour le travail, ce qui expliquait pourquoi il était toujours en déplacement dans différentes villes. Nous avons eu une romance éclair, et 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie discrète à la mairie. C'était parfait, intime, et exactement ce que nous voulions tous les deux. Le truc, c'est qu'Alexandre insistait pour que nous menions une vie simple. Nous vivions dans un appartement modeste, mangions dans des petits bistrots de quartier, et ne faisions jamais rien de trop extravagant. Il disait qu'il appréciait la normalité et ne voulait pas que les choses matérielles compliquent notre relation. Je respectais cela chez lui, même si je me demandais parfois pourquoi il tenait tant à rester discret. Quand l'invitation pour la fête de fiançailles de Manon est arrivée, j'ai senti ce nœud familier dans mon estomac. Ces événements familiaux me rappelaient toujours à quel point j'étais différente de tout le monde. Alexandre devait être mon cavalier, mais il a été appelé pour un autre voyage d'affaires à la dernière minute. J'ai failli utiliser ça comme excuse pour ne pas aller à la fête, mais quelque chose m'a poussé à y aller quand même. Peut-être que je voulais me prouver que je pouvais tenir ma place dans ce monde, même sans lui à mes côtés. La fête avait lieu au domaine de Valombre, le genre d'endroit où le parking ressemble à une concession de voitures de luxe. Je suis arrivée dans ma Clio, me sentant de plus en plus déplacée à chaque seconde. Les femmes étaient drapées dans des robes de créateurs qui coûtaient probablement plus que mon salaire mensuel, et les hommes portaient des montres qui auraient pu rembourser mon prêt étudiant. J'avais choisi une simple robe blanche de chez Camaïeu, pensant qu'elle était assez élégante pour l'occasion. Mais à l'instant où je suis entrée dans la grande salle de réception, j'ai su que j'avais fait une erreur. Les regards que l'on me jetait n'étaient pas seulement curieux. Ils étaient pleins de jugement. Je pouvais presque entendre les gens murmurer à propos de la fille qui, de toute évidence,
n'avait rien à faire là. Manon était éblouissante dans une robe or rose qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle était entourée de sa future belle famille, y compris Sylvie, la mère d'Antoine, qui possédait cette perfection lisse issue d'années de richesse et de privilèges. Le regard de Sylvie me balaya comme si j'étais quelque chose de désagréable qu'elle venait de trouver sur sa chaussure. « Oh, vous devez être la sœur de Manon, » dit Sylvie, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Comme c'est charmant. Que faites-vous dans la vie, déjà, ma chère ? » « Je suis institutrice en primaire, » répondis-je, en essayant de garder une voix stable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sourire de Sylvie devint encore plus forcé. Quelle noblesse d'âme! Ce doit être si gratifiant de travailler avec des enfants. Je suis sûre que la rémunération est suffisante pour vos besoins. J'ai senti mes joues brûler. Elle avait réussi à faire passer ma carrière pour une œuvre de charité. Avant que je puisse répondre, Lucas et Léa, les amis d'Antoine, se joignirent à notre petit cercle. Ils étaient le genre de personnes qui portaient leur richesse comme une armure, et ils semblaient prendre plaisir à me faire sentir petite. « Alors, Chloé, » dit Lucas en faisant tourner son champagne dans son verre. « Manon nous dit que vous êtes mariée. Où est votre mari ce soir ? » « Il est en voyage d'affaires, » dis-je, reconnaissante de changer de sujet. « Il voyage beaucoup pour son travail. » Léa haussa un sourcil. « Quel genre de travail ? » « Il est consultant, » répondis-je, réalisant à quel point cela sonnait vague. « Un consultant, » répéta Lucas avec un sourire en coin. « Quel mystère ! Quel genre de conseil ? » Je me sentis piégée. Alexandre avait toujours été vague sur son travail, et je ne l'avais jamais pressé pour avoir des détails. Maintenant, je me tenais devant ces gens, incapable d'expliquer ce que mon propre mari faisait dans la vie. « Conseil aux entreprises », dis-je faiblement. Le groupe échangea des regards, et je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. Ils pensaient que je mentais, ou pire, que j'étais une sorte de femme délirante qui s'était inventé un mari pour se sentir mieux. « Eh bien, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir ce soir, » dit Sylvie, la voix pleine d'une fausse compassion. « J'aurais adoré rencontrer ce mystérieux consultant qui est le vôtre. » La soirée allait de mal en pis. Chaque conversation ressemblait à un interrogatoire. Les gens remettaient tout en question sur ma vie, de mon travail à mes vêtements en passant par mon mari absent. J'essayais de rester positive, de sourire, d'hocher la tête et de prétendre que leurs commentaires ne me piquaient pas, mais je sentais ma confiance s'effriter à chaque minute qui passait. Le point de rupture est arrivé lorsque Sylvie m'a coincé près du buffet de dessert. Elle avait bu plusieurs verres de vin à ce moment-là, et sa retenue avait complètement disparu. « Je dois vous demander, ma chère, » dit-elle, d'une voix assez forte pour que les invités à proximité entendent. « Êtes-vous sûr que ce mari qui est le vôtre existe vraiment ? Parce qu'il semble terriblement pratique qu'il ne soit jamais là quand vous avez besoin de lui. » La conversation autour de nous s'arrêta. Je pouvais sentir tous les yeux braqués sur moi, attendant ma réponse. Mon cœur battait la chamade, et je sentais les larmes menacées de couler. « Bien sûr qu'il existe, » dis-je, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est juste que vous semblez si seul, » continua Sylvie, savourant clairement son moment. « Et franchement, j'ai du mal à croire qu'un homme d'affaires prospère épouserait quelqu'un d'aussi ordinaire. » C'est à ce moment-là que Manon est apparue à mes côtés. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait me défendre, dire à Sylvie qu'elle dépassait les bornes. Au lieu de ça, elle m'a attrapé le bras et m'a tiré à l'écart. « Chloé, s'il te plaît, » siffla-t-elle, la voix à la fois pressante et embarrassée. « Tu te donnes en spectacle. Tu ne vois pas à quel point tu mets tout le monde mal à l'aise ? » J'ai dévisagé ma sœur, incrédule. « C'est moi qui les mets mal à l'aise ? » « Oui, tu nous fais honte. Maman et papa sont morts de honte. »
Rentre chez toi, d'accord? Ce n'est pas ton monde, et tu ne fais qu'empirer les choses pour toi-même. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma propre sœur, la personne qui était censée m'aimer inconditionnellement, me demandait de partir parce que j'étais une source d'embarras. J'ai regardé autour de moi dans la salle et j'ai vu mes parents non loin de là, la honte sur leur visage confirmait ce que Manon venait de dire. « Et très bien, dis-je, la voix brisée. Je m'en vais. » Mais alors que je me tournais pour partir, Sylvie n'en avait pas fini avec moi. « La sécurité !» cria-t-elle, sa voix portant à travers toute la salle. « Pourriez-vous escorter cette femme vers la sortie? Elle n'a clairement rien à faire ici. » L'humiliation était totale. 2 agents de sécurité sont apparus à mes côtés, et j'ai été conduite hors de la fête comme une criminelle. La dernière chose que j'ai entendue fut le bourdonnement des conversations qui reprenaient derrière moi, disséquant probablement chaque détail de ma pathétique existence. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne commencent à couler. Je suis restée assise sur ce parking, sanglotant comme une enfant, me sentant plus seule que je ne l'avais jamais été de ma vie. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Alexandre. « Comment se passe la soirée, ma belle? Tu me manques. » Je l'ai appelé sans réfléchir, et il a répondu à la première sonnerie. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. » À travers mes larmes, je lui ai tout raconté. L'humiliation, les commentaires cruels, la façon dont ma propre famille s'était retournée contre moi. Je m'attendais à ce qu'il m'offre du réconfort, peut-être qu'il promette d'écourter son voyage pour être avec moi. Au lieu de ça, il y eut un silence. Puis, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, froide et mortellement sérieuse, il a dit « J'arrive. Ne bouge pas. Ne va nulle part. Je serai là dans 20 minutes. » Alexandre, tu ne comprends pas. Tu es à Paris. La fête est ici, en. Je ne suis pas à Paris, dit-il calmement. Je suis à 10 minutes. Et Chloé, je veux que tu saches que ce qui s'est passé ce soir est inacceptable. Tellement inacceptable. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il a raccroché. Je suis restée là, confuse et tremblante, me demandant comment il pouvait être si proche alors que je le pensais à l'autre bout du pays. Exactement 20 minutes plus tard, j'ai entendu un grondement de moteur. Pas un moteur, mais plusieurs. J'ai levé les yeux pour voir 3 berlines noires de luxe entrer dans le parking. Le genre de véhicule qui coûte plus cher que la plupart des maisons. Elles se déplaçaient avec la précision d'un convoi militaire, et j'ai regardé, stupéfaite, alors qu'elles s'arrêtaient près de l'entrée du domaine. La portière de la voiture du milieu s'est ouverte, et Alexandre en est sorti. Mais ce n'était pas l'Alexandre que je connaissais. Cet homme portait un costume parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Ses cheveux étaient coiffés avec précision, et il se déplaçait avec l'assurance que confère le véritable pouvoir. Il a marché droit vers ma voiture et quand il a ouvert ma portière, ses yeux brûlaient de fureur. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce malgré la colère que je sentais gronder sous la surface. J'ai hoché la tête, trop choquée pour parler. Il m'a aidé à sortir de la voiture, et j'ai remarqué que le personnel du domaine était sorti. Il n'était pas seulement curieux, il s'inclinait presque en le reconnaissant. « Monsieur de la Roche », dit le directeur du domaine en apparaissant à ses côtés. « Et nous ne savions pas que vous seriez présent ce soir. Si nous l'avions su, vous auriez... » « Vous auriez fait quoi ?» La voix d'Alexandre était glaciale. « Vous auriez traité ma femme avec le respect qu'elle mérite. » Le visage du directeur devint blême. « Votre épouse ? » « Monsieur, je ne comprends pas, Chloé est ma femme, » dit Alexandre, son bras se resserrant autour de ma taille. « C'est ma femme depuis 2 ans, et ce soir, elle a été humiliée et jetée hors de votre établissement comme une vulgaire criminelle.
Je crois qu'il est temps que j'aie une conversation avec les hôtes de cette soirée. Alors que nous marchions vers l'entrée du domaine, le téléphone d'Alexandre vibrait sans arrêt. Il répondit à un appel, parlant en phrases courtes et rapides de cours de la bourse et d'acquisition. Un autre appel semblait concerner une fusion. Je l'entendis mentionner nonchalamment des chiffres qui me donnèrent le vertige. Des centaines de millions d'euros, discutés comme de la monnaie de poche. Alexandre, murmurai-je alors que nous approchions de la salle de réception. Qui es-tu ? Il s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. Je suis Alexandre de la Roche. Je suis propriétaire de Roche Technologies, ainsi que d'une trentaine d'autres entreprises. Je suis aussi l'homme qui t'aime plus que tout au monde. Et je suis sur le point de m'assurer que chaque personne dans cette pièce sache à quel point ils ont tout gâché ce soir. Mes jambes faillirent se dérober. Alexandre de la Roche. J'avais déjà entendu ce nom. Tout le monde l'avait entendu. Il était l'un des plus jeunes milliardaires du pays, un génie de la technologie qui avait bâti un empire avant ses 30 ans. Et c'était mon mari. Mon mari qui insistait pour que nous vivions dans un appartement modeste et mangions dans des bistrots de quartier parce qu'il voulait une vie normale. Les portes de la salle s'ouvrirent et Alexandre entra comme s'il était le propriétaire des lieux, ce qui, réalisai-je avec un étonnement croissant, était probablement le cas. L'effet fut immédiat et électrique. Les conversations s'arrêtèrent en pleine phrase. Les coupes de champagne se figèrent à mi-chemin des lèvres. La pièce entière semblait retenir son souffle. Sylvie fut la première à se ressaisir, et elle se précipita vers nous avec un sourire si éclatant qu'il aurait pu alimenter le bâtiment. Monsieur de la Roche, quelle incroyable surprise! Je ne savais absolument pas que vous seriez présent ce soir. Je suis Sylvie Dubois, la mère d'Antoine. Nous sommes si honorés de vous avoir parmi nous. Le sourire d'Alexandre était poli mais froid. Madame Dubois, je crois comprendre que vous avez déjà rencontré ma femme. Le visage de Sylvie passa par plusieurs nuances de confusion avant de se figer dans l'horreur. Votre femme ? Mais c'est impossible. Votre femme est... Chloé, dit simplement Alexandre. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Il me semble que vous aviez quelques opinions sur sa valeur en tant que personne. Je vis le monde de Sylvie s'effondrer en temps réel. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson, et je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de trouver comment se remettre de cette erreur catastrophique. Il y a eu un malentendu, dit-elle frénétiquement. Je n'aurais jamais. Je veux dire, Chloé est charmante. Absolument charmante. J'étais juste en train de... Vous étiez juste en train de faire quoi ? La voix d'Alexandre trancha à travers son bégaiement. Vous étiez juste en train de la faire escorter par la sécurité. Vous étiez juste en train de vous demander si elle avait sa place ici. Vous étiez juste en train de vous assurer qu'elle sache à quel point vous la trouviez sans valeur. La salle était maintenant plongée dans un silence de mort. Tout le monde écoutait, et je pouvais voir la prise de conscience poindre sur leurs visages. Ils avaient tous participé à l'humiliation de la femme d'un milliardaire. Manon apparut à mes côtés, le visage pâle de choc. Et Chloé, je ne savais pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Je regardais ma sœur, la femme qui avait eu si honte de moi à peine 1 heure plus tôt. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? M'aurais-tu traité différemment si tu avais su ? Son silence fut une réponse suffisante. Le téléphone d'Alexandre sonna et il répondit nonchalamment. Oui, allez de l'avant avec l'acquisition du groupe Dubois. Je veux que la paperasse soit finalisée demain matin. Il raccrocha et se tourna vers Antoine, qui se tenait à proximité, la bouche bée. Antoine, n'est-ce pas ? Je crois que vous travaillez pour le groupe financier Dubois. En fait, vous travaillez pour eux. À partir de demain, je suis propriétaire de cette entreprise. Considérez ceci comme votre démission.
Le visage d'Antoine devint blanc. Monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir avec. Vous êtes resté là à regarder votre mère humilier ma femme. Vous n'avez rien dit quand elle a été escortée dehors comme une criminelle. Votre silence vous rend complice. Je regardais la scène se dérouler comme dans un rêve. Alexandre se déplaçait dans la pièce avec une efficacité tranquille, parlant à divers dirigeants d'entreprise, mentionnant nonchalamment des acquisitions et des partenariats. Chaque conversation semblait porter un poids, des conséquences qui se répercuteraient sur la vie de ces gens pendant des années. Mes parents se sont finalement approchés de nous, et je pouvais voir les calculs fuser derrière leurs yeux. Ils essayaient de trouver comment sauver la situation, comment rentrer dans les bonnes grâces de leur fille soudainement si importante. Et Chloé, ma chérie, dit ma mère, la voix tremblante. Nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Si nous avions su. Si vous aviez su quoi, demandai-je, trouvant ma voix pour la première fois de la soirée. Si vous aviez su que j'étais mariée à un milliardaire? C'est la seule chose qui vous aurait poussé à me traiter avec une dignité humaine élémentaire. Mon père s'avança. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est exactement ce qu'elle voulait dire, dis-je, surprise par le calme de ma propre voix. Vous aviez honte de moi. Vous m'avez demandé de partir parce que je vous mettais dans l'embarras. Rien de tout ça ne change à cause de la personne que j'ai épousée. La main d'Alexandre trouva la mienne, et je sentis une force circuler entre nous. Nous devrions y aller, dit-il doucement. Je pense que tout ce qui devait être dit a été dit. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je pouvais entendre les chuchotements affolés derrière nous. Les gens essayaient déjà de trouver comment réparer les dégâts qu'ils avaient causés, comment regagner les faveurs d'Alexandre. Des appels étaient passés. Des excuses étaient planifiées. Mais il était trop tard. Le masque était tombé, et tout le monde avait vu qui étaient vraiment ces gens sous leur façade polie. Dans la voiture, alors que nous nous éloignions du domaine, j'ai finalement posé la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Alexandre resta silencieux un long moment. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Quand on s'est rencontrés, tu ne savais rien de l'argent et tu es tombée amoureuse de moi malgré tout. J'étais terrifiée à l'idée que si tu connaissais la vérité, tout changerait. Je comprenais, mais ça faisait quand même mal. Et j'ai passé 2 ans à penser que je n'étais pas à la hauteur de ce monde. Je les ai laissés me faire sentir petite parce que je pensais que j'étais petite. Tu n'as jamais été petite, dit-il avec férocité. Tu es institutrice. Tu façonnes les jeunes esprits chaque jour. Tu rends le monde meilleur simplement en existant. Ces gens là-bas, ils ne contribuent à rien. Ils ne créent rien. Ils ne font que consommer, juger et rabaisser les autres pour se sentir importants. J'ai pensé à mes élèves, aux cartes de remerciement que je gardais dans le tiroir de mon bureau, à la façon dont leur visage s'illuminait quand ils comprenaient enfin un concept difficile. Alexandre avait raison. J'avais de l'importance. Je l'avais toujours eu. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je. Maintenant, on rentre à la maison, dit-il. Notre vraie maison. Et demain, on prend un nouveau départ. Fini les secrets. Fini de se cacher. On construit la vie que l'on veut, ensemble. 3 mois plus tard, j'étais assise dans ma salle de classe quand mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Sylvie Dubois avait été arrêtée pour fraude fiscale. Antoine avait été licencié de son nouveau travail après seulement 2 semaines. Les fiançailles de Manon avaient été rompues et elle avait perdu la moitié de ses abonnés sur les réseaux sociaux après que l'histoire de la fête de fiançailles a mystérieusement fuité en ligne. Je n'ai pas ressenti de la satisfaction, exactement. Juste un sentiment tranquille de justice. Les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences mettent du temps à arriver. Quant à ma famille,
ils avaient bien sûr essayé de se réconcilier. Des fleurs, des appels, des visites surprises. Mais certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. J'avais appris que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. Alexandre et moi avons emménagé dans une magnifique maison, mais j'ai continué à enseigner. J'aimais mon travail, j'aimais mes élèves, et je n'allais abandonner ça pour personne. Nous avons trouvé un équilibre entre son monde et le mien, entre le luxe et la normalité, entre la vie publique et le bonheur privé. Et chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Quelqu'un qui a appris qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être estimable. Quelqu'un qui a découvert que parfois, les personnes qui vous sous-estiment sont celles qui finissent par être les plus surprises. Et c'est ainsi que, de m'être fait jeter comme une ordure, j'ai révélé que j'étais mariée à un milliardaire depuis le début. Parfois, les gens qui nous sous-estiment reçoivent le plus grand choc de leur vie. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.